Nous n'avons pas l'habitude de réagir à ce qui se passe à l'extérieur, notamment au Maghreb, comme on va le faire aujourd'hui, parce que nous pratiquons un panafricanisme auto-centré, et ce panafricanisme consiste à dire que le problème vient de nous. Donc, bien qu'on va parler du Maghreb, en réalité, on va parler aussi et surtout de nous, de notre manière de percevoir l'autre. Donc, effectivement, les pays du Maghreb sont en général très arabisés, arabisés dans la culture, arabisés dans la religion, et la culture arabe et la religion musulmane, où toutes les trois religions dites révélées sont en général des religions d'obédience blanche, c'est-à-dire que la finalité c'est l'opposition du bien au mal, et cette opposition a des couleurs, et cette couleur c'est le blanc pour le bien et le noir pour le mal. C'est pour ça qu'on va demander à ceux qui se convertissent à ces religions, de s'oublier et d'oublier leur culture, surtout si celle-ci est africaine. Et donc ils vont oublier tout ce qu'ils pratiquaient jadis pour se conformer aux volontés mises en place par ces religions sémites. Sémites, qu'est-ce que sont les sémites pour ceux qui l'ignorent? C'est les peuples juifs et les descendants de Sem, en d'autres termes. Les peuples juifs et arabes. Donc maintenant, il y a cette opposition avec la culture noire, il y a cette opposition avec l'Égypte, notamment représentée symboliquement par Moïse, et ça va nous donner ce qu'on a aujourd'hui, parce que il n'y a pas de génération spontanée. Les gens s'imaginent qu'il y a du racisme et ou de la négrophobie, et que cette négrophobie et ce racisme sont arrivés comme ça par enchantement. Non. Partout où vous voyez du racisme, il y a une histoire qu'il faut questionner. Donc le racisme au Maghreb est propre aussi à l'identité religieuse et culturelle, et ça il faut le savoir. Donc ces religions ont pour finalité l'anéantissement de la culture noire, et l'imposition de la culture blanche à travers la religion. Ça va commencer par le christianisme, donc ils vont arriver et convertir les sauvages, ceux qui prient devant des bouts de bois, des pierres ou n'importe quoi, les idolâtres, donc ils vont les convertir à leur religion, à leur Jésus blanc, torse nu, etc. Et ça va être pareil pour les musulmans. Donc ils vont créer des noirs qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ce que nous on va appeler des noirs arabes. Donc pour nous c'est pas du tout péjoratif, nous c'est juste une manière de percevoir. On peut très bien se tromper, mais en général on perçoit le noir converti à la religion musulmane comme quelqu'un qui est obligé, s'il veut être cohérent dans sa religion, de s'arabiser un petit peu, ne serait-ce que dans la langue, ne serait-ce que dans son témoignage même de profession de foi à l'égard donc d'une culture qui est arabisante. Et à travers aussi la démarche qui est de prier en direction de l'Arabie Saoudite et consorts. Donc ça va être, vous savez, derrière ces religions, il y a aussi la culture. Et c'est pas pour rien que lorsque certains joueurs du Maghreb, que ce soit de l'Algérie ou je sais plus de quel pays, ou du Maroc, je sais plus quel pays, ils tiennent souvent à rappeler qu'en fait ils représentent le monde arabe, bien plus que l'Afrique. Donc ils ne se perçoivent pas comme africains, parce que derrière la culture, derrière la nation, contrairement à ce que prétendent certains Africains, il y a d'abord la culture. Et la culture, elle est avant tout morale. Donc quelle culture vous défendez? Aujourd'hui, on peut dire que les Africains défendent la culture, ou bien on va dire l'Afrique centrale, avec le Congo, pays dont je suis originaire, défendent la culture judéo-chrétienne, mais reste que celle-ci n'est pas du tout applicable pour eux, dans le sens où ça ne constitue pas une culture à proprement parler pour eux. Ce n'est pas du tout compatible avec ce qu'ils sont, et ils ne baptisent rien dedans, contrairement à ce qu'on peut observer notamment avec le Vatican qui se réapproprie cette culture sémitique pour en faire une culture blanche, avec des institutions blanches, avec le Vatican, avec des saints, Don Bosco pour les Italiens, etc. Alors que dans la communauté africaine, ça va être un peu plus difficile, étant donné que nous sommes dans le rejet de nous-mêmes. Donc nous nous percevons pas comme des saints, nous nous percevons pas comme les références, et donc nous allons avoir des références qui sont
donc extérieure à notre identité. Donc maintenant, on va revenir au Maghreb. Le Maghreb est fondamentalement négrophobe en général, que ce soit tous les pays du Maghreb. Et cette valorisation de la culture arabe, c'est surtout une opposition avec la culture africaine, dans laquelle l'arabe ne se reconnaît pas, puisque l'arabe a une fascination pour la couleur blanche dont il se prévaut. Et c'est la raison pour laquelle il y aura toujours un respect privilégié pour le coderme, l'occidental ou l'autre blanc, dans lequel il se reconnaît plus que dans l'identité africaine et dans l'identité noire. Maintenant, il va y avoir donc cette opposition qu'il y a toujours eu, cette opposition qui est que le noir doit représenter et représente la culture inférieure. C'est la raison pour laquelle, peu importe où vous allez dans les pays même africains, les Africains peuvent en témoigner, lorsque les Libanais s'installent, en général, c'est toujours avec un complexe de supériorité sur les autochtones noirs. Donc, et ça, c'est partout dans les pays en général arabisés. Et entre autres maghrébins, les maghrébins qui ont adopté cette culture, cette religion, et donc qui ont adopté aussi la négrophobie qui va avec. Et donc le noir n'est représenté que par, lorsqu'on doit parler en termes religieux, on va dire Bilal, c'est Bilal qui est un ancien esclave. Et donc il y a cette perception dans l'imaginaire collectif noir, dans l'imaginaire collectif arabisé, que le noir est l'esclave, qu'il n'est pas perçu autrement. Il est l'esclave et au mieux il chante sur le muselet comme Bilal. Et donc c'est cette perception du noir qui va hanter l'esprit du blanc arabisé. C'est-à-dire que le maghrébin, peu importe d'où il vienne, que ce soit des montagnes Rif ou qu'il soit originaire d'une culture berbère ou peu importe sa culture, même lorsque le maghrébin est de culture donc africaine, comme on peut l'avoir avec les musiciens au Maroc, les Gnawa, et qui vont se métisser, les Gnawa qui sont donc de culture africaine, je pense que c'est peut-être du Sénégal ou peu importe, et ils vont finir avec le temps par se métisser. Donc ils vont finir par se mélanger avec les populations blanches, et au final maintenant quand vous allez voir un orchestre Gnawa, en général vous allez tomber sur soit des anciens, enfin des métis, ou plutôt des blancs, en général ils font plutôt métis, mais bon ils ont l'épiderme couleur blanche, on peut les associer avec les blancs ou peut-être aux latins ou aux métis, si le mélange n'a pas vraiment pris. Donc maintenant il va y avoir cette culture de la disparition, un peu comme partout, comme en Argentine, de l'identité africaine. Donc c'est quelque chose qui se répète, et donc ça va nous donner tout ce mélange de réalités vont nous donner donc une politique qui va être très dure, puisqu'on veut épurer. Donc c'est ça que disait le porte-parole de toute cette violence à l'égard des Africains. Donc il veut épurer la Tunisie. Ils veulent en général épurer leur monde par la blancheur, par la culture blanche. Ils ne se reconnaissent pas dans l'identité africaine, dans l'identité noire. Et donc il y a cette épuration qui va être faite donc à l'égard des subsahariens, qui dérange. Mais maintenant on va pas jeter la pierre sur eux, on s'en fout, limite de leurs problèmes. Le problème, étant donné que nous pratiquons un panafricanisme autocentré, le problème c'est aussi nos caractéristiques.
Donc comment nous réagissons face à tout ça, qui nous sommes, étant donné que nous avons perdu notre identité. Là, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles il y avait tous ces problèmes. En l'occurrence, je vous ai parlé de religion, je vous ai parlé d'histoire, pour que vous compreniez pourquoi tout ça a lieu. Mais lorsqu'on parle de la communauté africaine, on ne peut pas se défendre avec autre chose, avec une autre culture que notre propre culture, étant donné que nous sommes aussi attaqués pour celle-ci. Donc beaucoup d'Africains, notamment ceux qui sont convertis à la religion, aux autres religions, dites révélées, ignorent que la raison pour laquelle on ne les supporte pas ou on les en veut, c'est parce que ils sont dans l'imaginaire collectif blanc, qu'il soit arabe, qu'il soit occidental ou peu importe. Dans l'imaginaire collectif, tu restes un vaudouison. Dans l'imaginaire collectif, le noir reste un animiste. Même s'il a beau se mentir à lui-même et prétendre qu'il croit en Jésus, qu'il croit en Mahomet, dans l'imaginaire collectif du musulman blanc, c'est-à-dire de l'arabe, tu restes un vaudouison, tu restes un nègre, tu restes un animiste. Même si il t'appelle mon frère, même s'il va prier avec toi, mais lui, il te perçoit comme tel. C'est la raison pour laquelle, pendant un match de foot opposant deux équipes en Italie, Milan AC, je pense avec l'Inter de Milan, dans lequel jouait Lukaku, il a eu un bif avec Ibrahimovic, ou je sais plus comment il s'appelle, et celui-ci lui a dit qu'il était vaudou, qu'il devait pas l'emmerder avec ses trucs de vaudou, parce que c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Nous fuyons notre identité, mais les autres, ils savent qui on est. Ils savent qui nous sommes, indépendamment de ce qu'on prétend être. Et lorsque vous prétendez être chrétien ou musulman, pour eux, vous ne faites que montrer patte blanche, vous ne faites que démontrer votre caractère de soumis. Ce qu'on attend de vous, on attend que vous soyez soumis. Parce que la chose qui fait peur, la férocité blanche, comme l'appellerait une consoeur, c'est l'éveil de conscience de la communauté africaine. C'est ça qui dérange. Donc tant que vous êtes à votre place, tant que vous venez avec nous à la mosquée, tant que vous continuez à faire vos prières à la con, à attendre que Jésus vienne vous sauver, vous dérangez personne. Il n'y a que lorsque vous êtes dans la récupération de votre identité, Pierre Molélé dans le Congo révolutionnaire, dans le Congo d'avant la colonisation, celui même qui a été descendu par Mobutu, lui, il travaillait justement sur la décolonisation mentale des esprits, avant d'être récupéré par Mobutu, qui lui-même l'a assassiné et est devenu l'ambassadeur de la fierté zaïroise et congolaise à travers l'authenticité. Donc ça, il y a que le Congolais qui ne fait pas de travail d'introspection qui peut avaler ce genre de couleuvre, quoi. Quelqu'un qui fait un minimum de travail d'introspection, il fait tout de suite le rapport entre les choses, et il arrive à avoir un esprit de synthèse qui lui permet de déchiffrer l'histoire, chose que ne font pas les Noirs en général, et plus particulièrement les Congolais, raison pour laquelle on répète en général les mêmes erreurs. Et donc, il faut comprendre qui est l'ennemi, ou plutôt qui vous perçoit comme des ennemis. Ce monde-là, il vous perçoit comme un ennemi parce que vous êtes représentatif d'une culture, d'une spiritualité qui les échappe et qu'ils veulent soumettre. Pour eux, les deux mondes ne peuvent pas vivre ensemble. Vous voyez bien que lorsque vous venez au Congo ou en Afrique en général, on vous laisse tranquille, on vous laisse vivre, on n'en a rien à foutre que vous soyez blanc, arabe ou chinois. Les gens sont très ouverts, très accueillants à votre égard. Donc vous ne constituez pas un danger direct, mais pour eux, il y a cette volonté fondamentale de vouloir soumettre le noir. Donc ils sont dans une guerre fondamentale avec la culture, avec la représentation de l'homme noir. Donc il faut que celui-ci reste docile, ou sinon c'est pas possible. Donc il faut qu'il pratique la même religion que moi. Je ne t'apprécie que dans la mesure où tu me ressembles un minimum.
Donc si moi je prie Allah, tu le pries aussi, je t'apprécie. Je préfère, et vous entendrez par exemple Bassem dire qu'il préfère les noirs musulmans aux noirs qui eux ne le sont pas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tant que tu montres pas de blanche, tant que tu me ressembles un minimum, je t'apprécie. Mais si tu es dans une identité que je ne maîtrise pas, et encore pire, si tu es dans ta propre identité, ben je te montre toute l'adversité que j'ai à ton égard. Mais bien entendu, cet audio ne sera pas entendu par tous, parce que beaucoup d'entre nous, faut le dire aussi, hein, on doit quand même faire l'autocritique. Beaucoup d'entre nous, les Noirs ne sont pas dans une affirmation d'eux-mêmes, ils sont dans une fuite à travers les perruques entretenues par nos femmes et nos mères, à travers une identité de substitution, à travers ces Noirs qui dans les banlieues ou dans les quartiers en Europe se convertissent pour adapter ou plutôt adopter les mœurs de leurs bourreaux, à travers notre soumission notamment à l'État, au système, au monde du travail, dans notre intégration excessive qui n'a pas pour finalité de cultiver donc notre identité afin de pouvoir apporter à notre culture ou à notre pays les fruits même de notre savoir. Nous n'avons pas cette finalité-là puisque nous n'avons pas d'identité. Et donc, la négrophobie propre au Maghreb, en gros, ça devrait être quelque chose dont nous sommes tous conscients. Alors les mecs vont au Maghreb comme s'ils étaient à la plage, alors qu'ils sont en territoire ennemi, ils sont en danger. Mais ça, il faudrait qu'ils en soient conscients. Mais c'est pas avec des présidents despotes, c'est pas avec des États fantômes qu'on va prendre conscience de notre réalité. Et surtout, c'est pas avec des hommes peureux et des femmes passifs qui ne sont fortes que pour faire valoir des volontés individuelles comme le fait d'être des femmes indépendantes, etc., que nous allons réussir à voir le problème là où il est. Résultat, ce qui se passe au Maghreb, c'est quelque chose qui est prévisible et qui était prévisible et ou plutôt ce qui se passe en Tunisie, c'est ce qui aurait pu se passer au Maroc ou ailleurs, hein. Mais reste que vous devez avoir conscience que vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, que les gens ne vous aiment pas, mais surtout vous devez prendre conscience de la raison pour laquelle on ne vous aime pas. Encore que l'on ne vous aime pas, c'est pas un problème, mais vous devez avoir conscience du pourquoi. Raison même de cette courte vidéo. Merci, au revoir. Semanga Salomonju, Semanga.